Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire, c'est Sébastien Fraisse, le président du groupe Indigo, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes, pour parler mobilité électrique, transformation des villes, avenir des parkings. Auparavant, je reçois Virginie Salmen, la cofondatrice de Viens voir mon taf, association qui aide les collégiens des quartiers prioritaires à accéder à des stages en entreprise. Dans notre débat, on verra comment les conseils d'experts venus de l'extérieur peuvent permettre aux TPE et aux PME de faire face à leurs défis stratégiques, administratifs et environnementaux. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Carlo, c'est une appli mobile de paiement et de cashback qui récompense les clients qui choisissent les commerçants locaux. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. Smart Cause, une fois par mois, vous le savez, dans notre émission, on met en avant une association soutenue par DIFT qui propose aux entreprises et aux particuliers des cadeaux solidaires, un moyen de rediriger les budgets cadeaux vers des causes écologiques et sociétales. Et aujourd'hui, je reçois Virginie Salmen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice, cofondatrice de Viens voir mon taf, que vous avez créé il y a 10 ans, c'est ça? C'est ça, en 2015. Ça va faire 11 ans. Pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi le point de départ? Alors, Viens voir mon taf, c'est le réseau des jeunes sans réseau. Et au départ, c'est vraiment une initiative de la société civile. On était 2 journalistes et une prof d'anglais. Ouais. Et donc, notre ami prof d'anglais nous a dit, moi, en fait, mes élèves en 3e, dans les quartiers populaires, ont plein d'envie, plein d'ambition de découvrir un stage de 3e. Et en fait, mi-octobre déjà, quelques mois après la rentrée, ils se disent qu'ils ne vont rien trouver. Et ils vont aller à la boulangerie d'en bas, au petit commerce d'en bas, enfin, le fameux stage kebab que vous imaginez. Et nous, on s'est dit, on a un réseau qui grandit chaque jour parce qu'on va interviewer de nouvelles personnes chaque jour. Donc voilà ce qu'on peut faire, mettre ce réseau-là au profit des élèves. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc ça fait 10 ans que ça dure. C'est vraiment le public des collégiens qui est visé par Viens voir mon taf. Oui. C'est vraiment le stage de 3e dont on parle, qu'on a connu nous quand nos gamins les cherchaient ou qu'on connaît aujourd'hui quand on les sollicitait pour prendre des stagiaires dans les entreprises. C'est ça, exactement. C'est le stage de 3e. C'est un moment vraiment charnière, en particulier pour les élèves des quartiers populaires, donc de l'éducation prioritaire, parce que c'est des élèves qui, en grande majorité, n'ont pas de réseau familial. Et on sait très bien que ce stage, on le trouve par réseau essentiellement. Et donc, quand on n'a pas de stage de 3e, c'est un stage obligatoire. C'est un stage qui compte pour le brevet des collèges, qui est noté. Et donc, si on n'arrive pas à trouver un stage, on se dit, en fait, si on ne veut pas de moi pour 5 jours pour un stage obligatoire et gratuit, qu'est-ce que je vais faire quand je devrais trouver un emploi? Donc, vraiment, trouver des perspectives et rehausser son ambition scolaire, c'est ce que fait aussi l'association par un accompagnement d'1 an avec les élèves, pour vraiment leur mettre le pied à l'étrier, leur demander très sincèrement, avec du réseau, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir comme métier. On a 80% quand même de nos élèves qui rehaussent leur ambition scolaire et professionnelle à la fin de l'accompagnement. Donc c'est des vraies perspectives qu'on leur donne. Ouais. On reviendra sur les chiffres tout à l'heure et sur cet accompagnement. Et effectivement, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est le premier contact avec l'entreprise. Et puis, ça peut être un contact qui dit, bon, de toute façon, c'est pas pour moi. Donc ça, on y reviendra en détail. Mais je vais vous titiller un peu. À quoi ça sert un stage de 3e? Alors, ça sert vraiment... Parce que des fois, on se dit, les gamins, je sais bien que on ne sait pas quoi en faire. Ils tournent en rond. Et bon, à quoi ça leur a servi, quoi? En fait, souvent, on constate qu'il y a une grande différence entre la perception de l'élève et la perception des professionnels qui accueillent, même si à la fin, nous, on fait le lien et on leur dit « voilà ce que l'élève a dit ». En fait, il n'y a pas beaucoup d'occasions de stage et de découvrir l'entreprise dans la scolarité. Donc là, c'est un moment vraiment important, vraiment charnière. Et surtout, c'est à quelques mois avant de faire un choix d'orientation très impactant. En France, vous savez qu'après la 3e, on choisit vraiment son orientation. On peut revenir en arrière, mais c'est quand même pas facile, on ne va pas se mentir. Donc, globalement, aller découvrir ce que c'est que l'entreprise, confirmer ou infirmer le choix d'un métier et d'un secteur, c'est extrêmement important. Nous, on fait même faire des stages aux élèves dès la fin de la 4e, comme ça ils en ont 2, voire 3 s'ils veulent en faire 2, parce que l'idée, c'est vraiment quand on n'a jamais, par exemple, on n'est jamais allé au bureau avec papa et maman, on ne sait pas du tout ce que c'est l'entreprise, en fait. Et en 3e, on va choisir une voie. Et donc, sans ce stage-là, on choisit à l'aveugle, clairement. On parle souvent dans l'émission des questions autour des métiers scientifiques, du manque de femmes dans les métiers scientifiques. Est-ce que c'est un levier d'action que vous réussissez à mener dans le cadre de Viens voir mon taf? Est-ce que ça fait partie peut-être de vos priorités ou en tout cas de ce que vous essayez d'améliorer? Oui, ça fait partie de nos programmes, clairement. Ouais. Et on a des entreprises partenaires qui nous demandent, dans la tech ou dans les sciences, d'aller cibler. En ce moment, là, on cherche
uniquement des filles pour une grande entreprise de la tech, pour le stage, Salesforce en l'occurrence, parce que c'est vraiment leur besoin et que les filles, peut-être qu'elles aimeraient ça. Nous, on ne veut pas du tout forcer l'orientation, bien sûr, on leur propose, mais il y a des filles qui se disent, c'est pas pour moi. Et nous, quand on les connaît très bien, on va passer des mois avec elles en classe, avec les professeurs, à travailler l'orientation. Et quand on leur dit, il y a ce stage et ce métier, tu pourrais le faire, c'est peut-être pour toi, ça leur donne envie et ça leur ouvre des perspectives. Et donc ça, c'est vraiment une priorité. Alors, vous commenciez à nous donner des chiffres, je vais en donner d'autres. Alors, 4 élèves sur 5 déclarent que le stage leur a donné envie de poursuivre leurs études. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. 79% des élèves qui gagnent confiance en eux, en autonomie, en curiosité professionnelle. Et puis alors, 77% des professionnels qui accueillent les stagiaires qui constatent un changement positif chez les élèves, motivation, ponctualité, curiosité. Et côté entreprise, c'est quoi le retour d'expérience, puisque vous faites le lien entre les deux, le retour d'expérience des professionnels, des chefs d'entreprise ou des cadres qui ont accueilli un élève? Moi, j'ai une professionnelle récemment qui accueille depuis longtemps, qui m'a dit quelque chose qui me marque beaucoup, qui m'a dit, en fait, moi, j'aimerais bien sauver le monde tous les jours, mais j'ai pas le temps, j'ai un gros boulot, donc j'y arrive pas. Mais je suis très reconnaissante à mon employeur de me permettre de le faire sur mon temps de travail. Et ça, je crois que c'est important parce que ce qu'on fait ensemble, ça a une vraie valeur dans l'entreprise, ça a une vraie valeur. C'est très important pour les collaborateurs de transmettre, de savoir elles ont un impact sur la trajectoire d'un élève. Et ça, pour le coup, on le mesure et on le voit parce qu'on fait des enquêtes d'impact mesurées année après année, y compris avec des chercheuses, ce qu'on a fait cette année. Donc vraiment, on le monitore de très près. Et c'est important d'abord alors ça a une vraie valeur pour la marque employeur. L'employeur, il fait pas ça pour de faux. Il a une vraie influence sur le parcours de jeunes. Et ça, les collaborateurs, clairement, ils en sont reconnaissants. Ils sentent que... Et puis, pour l'employeur, ça a aussi une vraie valeur, qui est que ça permet, par exemple, à des collaborateurs de différents services de faire des choses ensemble. Ça les fait se rencontrer. Donc ensuite, le boulot n'est plus le même. On a monté un projet ensemble. 10 ans de recul, donc il doit y avoir pas mal de belles histoires. Est-ce que vous avez déjà des jeunes qui ont fait un stage de 3e il y a 10 ans et puis qui ont vraiment eu l'étincelle du métier qu'ils voulaient faire ou qui peut-être se retrouvent à bosser dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage? Oui, effectivement, on en a quelques-uns. En fait, notamment, je pense à une élève qui a d'abord fait son stage, puis son alternance, et qui désormais est employée dans un groupe de marketing en région parisienne, et qui a vraiment, complètement tout découvert même de ce métier en faisant son stage de 3e. Donc ça, effectivement, ça arrive. Ça arrive avec des métiers aussi comme ébéniste. On a un élève qui a commencé par faire un stage en marqueterie de paille, parce qu'on a aussi des métiers vraiment niches. Et qui ensuite est devenu ébéniste, a fait une alternance. On trouve aussi, en fait, on suit nos élèves parce qu'ils nous le demandent et qu'on a un lien particulier avec eux. Donc, on a des élèves qui nous demandent ensuite des alternances, ce qui n'est pas notre cœur de métier. Je ne veux pas faire un appel, mais en tout cas, voilà, on les suit encore année après année. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on leur apprend le réseau. Et ça, c'est essentiel quand on n'a pas forcément de réseau familial au départ. Il y a des élèves qui font encore appel à leur tuteur, tutrice, jusqu'à 10 ans après. Donc là, en l'occurrence, depuis les tout débuts, il y en a qui sont encore en lien. Et c'est des super histoires. Parce que, effectivement, vous vous adressez à des élèves de quartiers prioritaires de la ville. Enfin, ça change tout le temps les noms mais bon, c'est ça. On l'a bien compris. Avec ce que vous commenciez à aborder tout à l'heure, que je trouve assez passionnant, c'est l'autocensure. C'est-à-dire le fait de se dire, de toute façon, ce métier-là, il n'est pas pour moi. Cette entreprise, elle n'est pas pour moi, etc. Le stage de 3e, ça peut être... L'échec à trouver un stage en 3e, ça peut être la première autocensure. Vous voyez ce que je veux dire, la première déception qui fait que finalement on ne va pas s'ouvrir et sortir du quartier. Ça peut être un gros élément de décrochage, c'est certain. Vraiment. Vraiment, si les élèves ne se sentent pas accueillis sur le marché du travail, qui parfois ils ne comprennent pas forcément pourquoi on leur enseigne toutes les matières qu'on leur enseigne au collège, c'est un élément en tout cas de démotivation à un âge déjà assez compliqué, l'adolescence. 14-15 ans, on leur demande de faire un choix d'orientation, c'est pas évident, c'est évident pour personne. Nous, on constate qu'au-delà de la vocation, on ne leur demande pas de trouver leur voie à 14 ans, mais en tout cas, par exemple, il y a des éléments de remotivation qu'on constate très fréquemment, comme par exemple des entreprises dans lesquelles les réunions se font en anglais. Ils vont donc avoir envie de parler mieux anglais parce qu'ils se disent cette boîte, en fait, elle me plaît. Et les élèves se disent, OK, donc je vais me remotiver sur cette matière. Le cours d'anglais, je vois maintenant à quoi il va ça me sert. servir. Exactement. Alors qu'ils apprennent l'anglais depuis le CP et que parfois ils ne comprennent pas toujours pourquoi. En tout cas, pourquoi de manière aussi poussée. Et c'est pareil pour les maths, c'est pareil pour plein de matières. Et nous, on constate vraiment une remotivation sur les matières et des élèves qui se disent, je
j'imaginais pas déjà que tous ces métiers, tous ces genres d'entreprises existaient. Et souvent, ils sont assez frappés par le milieu de l'entreprise, tout simplement. Et donc, ça les remotive clairement et ça empêche un décrochage. Et puis, pouvoir choisir vraiment et pas subir son orientation, ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Parce que les facteurs de décrochage, que ce soit après la troisième ou au moment des études supérieures, c'est tout à fait lié à ça. Est-ce qu'il y a des secteurs que les élèves demandent en priorité? Est-ce que vous, votre job, c'est justement de leur dire « va voir ailleurs » ? Alors, nous, d'abord, on part effectivement des envies des élèves. Donc, on essaie de répondre à leur envie parce que notre boulot, c'est de se dire est-ce que je vais confirmer ou infirmer mon idée. On a beaucoup de demandes dans les métiers qui sont très représentés, que les élèves s'imaginent facilement, comme les métiers de la santé, les métiers du droit, par exemple, ou de l'informatique aussi. C'est des métiers qui sont très demandés. Mais on essaye effectivement aussi de leur dire va voir ailleurs. Parce qu'on a plein de professionnels qui ont très envie de faire découvrir leur métier et qui ont aussi des besoins de recrutement et des métiers qui pourraient intéresser les élèves, mais qu'ils ne connaissent pas. Je vous dis très simplement, par exemple, si on dit à un élève de 14 ans ressources humaines, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Et il y en a qui, en fait, ont très envie de travailler dans les ressources humaines quand on leur explique ce que c'est. Et on va terminer là-dessus. De l'autre côté, du côté des entreprises, est-ce que vous... Alors, là aussi, on en a assez souvent discuté dans cette émission, la question des biais de recrutement, de l'élargissement finalement, parce qu'on est en difficulté de recruter, de se dire, je ne vais pas juste aller, comme toujours, dans le vivier des grandes écoles ou des universités, etc. Est-ce que vous voyez les entreprises changer d'une certaine façon? Alors, c'est lent, mais on le voit, et c'est vraiment aussi une des ambitions de notre association, c'est vraiment faire se rencontrer des populations qui se rencontrent jamais. Donc, clairement, les gens des entreprises dans les centres-villes et les jeunes des quartiers populaires. Et ce qui est très intéressant, et ce qu'on voit, c'est que les professionnels qui accueillent année après année changent de regard sur les élèves des quartiers populaires et se disent, en fait, c'est pas l'image que j'ai, l'image toute construite, le cliché, c'est une vraie personne que j'ai rencontrée et je me projette dans le fait de pouvoir l'embaucher plus tard. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Un dernier mot, on n'a pas parlé de DIFT, mais bon, DIFT est partenaire de cette rubrique. Vous les connaissez bien, quasiment depuis le début, c'est ça? Oui, on a une relation un peu particulière. Pourquoi? Puisque le cofondateur, Georges Badevant, avec Frédéric Mazella, était volontaire en service civique dans l'association quand il était encore étudiant. Donc, effectivement, depuis les tout débuts, on a embarqué avec DIFT et c'est un partenaire très important parce qu'ils ont une relation privilégiée avec énormément d'entreprises à qui ils proposent des solutions vraiment nouvelles, innovantes, et que ce soit les patrons ou que ce soit les salariés, parce qu'on a aussi beaucoup d'échos des salariés, ça leur plaît beaucoup de donner de l'argent pour une bonne cause. Merci beaucoup Virginie Salmen et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, on va parler d'externalisation stratégique et administrative. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Frédéric Barbier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du groupe Active. Et Lionel Fresnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondateur de Rouge Hexagone. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Groupe Active. Oui, donc Groupe Active, on est une société qui existe depuis 30 ans. On est spécialisé dans l'externalisation de cadres à temps partagé pour les TPE-PME. Et on agit sur 5 domaines stratégiques de l'entreprise: la direction commerciale, la DSI, la DRH, la DAF et la partie prod supply chain. D'accord. Et alors, Rouge Hexagone, vous êtes aussi dans l'externalisation, c'est ça? Alors nous, on est basé sur Montpellier et Madagascar. Notre métier, il est d'apporter les fonctions support qui vont vraiment permettre à l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier et d'apporter aux cadres, que vous pouvez gérer vous à votre niveau aussi, sur ces fonctions support et de leur apporter une capacité à se développer, à avoir plus de productivité et à pouvoir recentrer l'entreprise vraiment sur ces éléments-là. On parle d'externalisation administrative, c'est ça? Alors, c'est le terme que vous employez parler d'externalisation principalement administrative, tout à fait. Elle ne touche pas que le secteur administratif, puisqu'on peut effectivement être dans le lien au service client, dans l'assistanat de direction, on peut être sur tout un tas de supports. À partir du moment où on va avoir un cadre et une équipe dirigeante qui a besoin de gagner en productivité, on va pouvoir venir les épauler. Je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. À quel moment une TPE, un patron de TPE ou de PME se dit je n'ai pas les ressources en interne et je ne vais pas embaucher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ce cas de figure dont on parle. Tout à fait. Généralement, on intervient à partir du moment où le dirigeant se rend compte qu'il porte beaucoup de casquettes, notamment dans les TPE, PME. Et du coup, il se dit, il me manque des ressources, il me manque des compétences, il me manque du temps.
Et puis, on a un impact aussi, on va dire, social sur l'assistance qu'on va lui, ou l'accompagnement qu'on va lui apporter, puisque finalement, le premier fléau chez les dirigeants d'entreprise, c'est la solitude. L'isolement, oui, bien sûr. Voilà, exactement. Généralement, il n'a pas de branche de management intermédiaire avec des cadres en interne. Et du coup, il se pose la question sur des expertises qu'il n'a pas. Et c'est là qu'on intervient. Mais bon, bien souvent, il faut qu'on provoque le rendez-vous avec le dirigeant parce qu'il n'a pas forcément connaissance de cette externalisation, de ces systèmes. Et il pense uniquement au recrutement et il se dit ça va être difficile de recruter un cadre, de le fidéliser, de le garder dans le temps, de lui proposer une mission qui est intéressante, alors que l'externalisation et le temps partagé, c'est très important, permettent du coup aussi à nos cadres d'avoir plusieurs missions plus intéressantes. C'est l'alternative à l'embauche qui motive le fait de faire appel à vos services ou pas forcément? Non. Chez nous, c'est pas l'alternative à l'embauche, c'est plutôt l'alternative au turnover, l'alternative au burn-out. C'est plutôt de dire je vais pouvoir garder mes salariés et leur offrir un cadre de travail qu'on a connu il y a très longtemps en France également, avec des assistants de direction, avec tout un tas de personnes qui étaient là pour accompagner, qu'on a beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui en France. Et effectivement, nous, notre cœur de métier, c'est de dire aux entreprises, on va vous continuer à vous aider à vous structurer et on va vous permettre d'être effectivement plus productif, plus rentable et de pouvoir vraiment aller chercher une plus-value par rapport à votre métier tout en confortant vos cadres pour qu'aujourd'hui, vous puissiez les garder dans le temps, puisqu'on le sait tous, sur une société, ce qui va permettre à une société d'évoluer, c'est le temps où les personnes vont rester dedans et vont permettre de mettre à disposition leurs compétences. Alors, dans cette émission, on parle beaucoup, évidemment, de RSE, de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, les enjeux notamment environnementaux. Est-ce que et souvent, l'une des questions que je pose, c'est quand on est patron d'une TPE ou d'une PME, on n'a pas le temps de s'en occuper. Est-ce que ça fait partie aussi des discours que vous entendez souvent? Alors, oui, ça fait partie des sujets qui sont comme... je prends un autre exemple, RGPD par exemple, c'est un sujet, on le traitera quand on aura le temps. Je parle à la place des dirigeants d'entreprise. Nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est au travers de nos interventions, par l'intermédiaire de nos experts, c'est aussi d'amener ces sujets, de sensibiliser le dirigeant sur l'importance de ces sujets. Et du coup, on va travailler, par exemple, si je prends l'exemple d'un DAF, il va travailler peut-être à la modernisation des équipements, pas directement par un niveau technique, mais en disant on va se soucier peut-être de chercher une subvention qui est en lien avec une modernisation énergétique, ce genre de sujet, ou alors on va essayer de faire des économies énergétiques et donc on va s'intéresser par exemple à ces soucis environnementaux. Avec aussi, là aussi une question d'expertise, c'est-à-dire moi je ne suis pas compétent pour choisir la bonne solution qui va peut-être me permettre de faire baisser mon bilan carbone, par exemple. Oui, c'est ça. Et donc l'expert va amener cette expertise et en plus, alors pas forcément tous nos experts ont cette expertise, mais le fait d'être un réseau et d'avoir la possibilité de capitaliser sur les expertises de chacun va permettre d'amener ça à des toutes petites entreprises, TPE, PME. Lionel Fresnon, quel type d'expertise sont les plus demandés chez vous? Alors, je vais déjà revenir sur votre question précédente par rapport au RSE parce que je la trouve extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on a souvent ces problématiques-là entre le coût et le RSE. C'est souvent des problématiques qu'il faut bien entendre. Bien sûr. Et c'est là où nous, on estime qu'on a un impact qui est extrêmement important puisqu'on va permettre à la société d'intégrer cette logique RSE directement dans ses recrutements. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, c'est de dire effectivement, le chef d'entreprise souvent, alors sur la PME, encore plus que sur les grands groupes, nous, 70% de nos clientèles, c'est quand même du grand groupe. Donc, ils ont souvent des personnes dédiées à ce niveau-là. Mais le rentrer dans l'ADN du recrutement et dans l'ADN du fonctionnement, c'est vraiment ce qui va nous permettre, derrière, d'augmenter ces impacts-là. Et ça, c'est extrêmement important de se détacher aussi que de l'aspect économique, dont on parle toujours. Quand on parle d'externalisation, on parle de coûts. Et d'intégrer dans ces aspects-là toute la logique RSE, toute la logique sociétale. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on fait extrêmement attention, tant par nos salariés, la localisation de nos salariés et la gestion qu'il va y avoir en interne. Et donc, quels experts vous sont les plus demandés aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, sur l'expertise, on va avoir beaucoup d'assistance administrative, puisque aujourd'hui, c'est devenu un peu un sous-métier en France. On a tendance à considérer que la personne qui va vous préparer votre rendez-vous pour aujourd'hui, par exemple, ou la personne qui va faire en sorte de vérifier que votre emploi du temps va être tenu, ou de faire les rappels avec vos clients que vous avez oublié de faire, ou toute cette stratégie-là, c'est de la perte de croissance. C'est de la perte de croissance très forte. Et aujourd'hui, nous, on agit beaucoup sur ces leviers-là pour accompagner les entreprises en leur disant, en externalisant, vous allez pouvoir gagner les quelques points de productivité
qui vont vraiment faire toute la différence et qui vont vous permettre de vous concentrer, de laisser vos cadres se concentrer sur ce cœur de métier. Donc vraiment, on va être sur cette expertise-là pour répondre à votre question, qui ne pourrait pas être une expertise telle qu'on pourrait l'entendre sur quelque chose de noble et qui pourtant va vraiment apporter cette valeur ajoutée. Alors, j'essaie de me mettre à la place d'un chef d'entreprise qui hésite à faire appel à une entreprise comme les vôtres, à la logique d'externalisation. Je vais perdre le contrôle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, absolument pas. Pour nous c'est l'inverse, puisqu'on internalise nos consultants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont chez nous sont en CDI chez nous, ils sont salariés, ils ont un contrat, mais ils sont à temps plein. C'est-à-dire que contrairement à une externalisation de tâches qui a pu exister, où la question est vraiment celle-là, je vais perdre la mesure, chez nous, si tu travailles avec Asna, tu as son numéro de téléphone, tu as son email, et tu vas travailler pendant des années, puisqu'à Madagascar, à Rouge Hexagone, nous, vous êtes en partie basé à Madagascar. Nos salariés sont basés à Madagascar. Le turnover n'existe pas. On est aujourd'hui sur un taux de turnover de 3 à 4%. On peut se permettre, à notre niveau, de payer entre 5 et 10 fois les salaires locaux et d'avoir des gens qui sont extrêmement diplômés. Donc, tous nos clients, y compris ceux qu'on a par exemple depuis 10 ans, ne connaissent quasiment pas le turnover et vont avoir la logique inverse, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer sur du long terme la capacité à maîtriser leur entreprise et éviter cette crainte-là. Mais alors, moi, dans mon idée, c'était la perte de contrôle, notamment de données confidentielles. Enfin, vous voyez, un prestataire extérieur, il va rentrer dans le bloc moteur de l'entreprise et apprendre des choses. Oui, bien sûr. Donc, on a une relation de pair avec le dirigeant d'entreprise. Et d'ailleurs, nos experts sont en fait des indépendants. Ils ne sont pas salariés chez Groupe Active. Donc, ils ont leur propre structure et ils agissent réellement dans une relation d'égal à égal, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Et ça crée forcément un lien de confiance, et après on signe un contrat, des clauses de confidentialité, enfin tout ce qui va nous protéger en cas de problématique. Comment vous mesurez, là aussi, je me mets à la place d'un chef d'entreprise, l'impact d'une externalisation sur la performance globale de sa PME ou de sa TPE? De manière très simple, puisque dans le cadre de l'intervention, on agit toujours en 3 temps, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord un diagnostic pour avoir l'état des lieux, ensuite on va établir un plan d'action avec un certain nombre de projets qu'on va arbitrer avec le dirigeant. C'est lui qui a la main finalement sur les décisions et les projets qu'il veut lancer. Et après, on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Indicateurs sur le développement commercial, c'est très facile. Est-ce qu'on a plus de prospects, plus de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on augmente nos marges? Sur la partie administrative et financière des DAF, c'est aussi très simple à mesurer. L'impact sur la trésorerie, le BFR, etc. Ce sont des éléments et des éléments de pilotage très précis et concrets. Moi, je vais rebondir sur un chiffre qui est assez effroyable en France. 73% des PME et des grandes entreprises déclarent avoir des difficultés à recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un frein au développement économique dans notre pays, qui est le fait que l'entreprise voudrait se développer, mais n'y arrive pas. 73%, c'est plus de 7 entreprises sur 3 quand même. C'est une grande majorité. Donc aujourd'hui, quand on leur offre une possibilité d'externalisation et de trouver des solutions à ces problématiques-là, mais en fait, on renforce aussi un tissu local et on s'intègre en tant qu'acteur dans ce système-là, ce qui va vraiment donner à ces entreprises la possibilité de dépasser ce palier de blocage pour, encore une fois, se concentrer sur sa capacité à se développer. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de développement commercial, mais on parlait de RSE, de bien-être au travail, et c'est tout un tas de leviers qui vont pouvoir être développés grâce à ces ajouts qu'ils vont pouvoir faire en interne. Je vais poser une question qui semble un peu naïve ou je sais pas, bébête, mais est-ce qu'il y a des modes? Des modes dans les expertises qu'on vous demande? Oui. Ah oui, alors par exemple, en ce moment, c'est sûr que les DSI, donc les directeurs informatiques, ils ont le vent en poupe chez nous. Alors c'est déjà parce qu'il y a une sensibilisation progressive sur les risques cybersécurité. Et donc, les TPE sont exposées de la même manière que les grands groupes, mais elles n'ont pas les moyens des grands groupes pour se protéger. Donc, forcément, ça fait peur aux dirigeants et donc, ils ont besoin de nos expertises. Et puis, on a aussi le sujet de l'intelligence artificielle, forcément. Comment on peut concrètement utiliser l'intelligence artificielle dans une TPE, une PME, et nos experts peuvent aussi répondre à ces besoins. Après, je dirais que les modes, elles s'enchaînent très rapidement et en réalité, ça se lisse finalement. On a besoin de ces 5 directions stratégiques en permanence dans une entreprise. Votre avis là-dessus? Il y a effectivement des modes qui sont celles-là et il y a une constance. Une entreprise, elle est faite pour générer un business et elle est faite pour vendre et assumer un produit. Et ces éléments-là,
ils sont perpétuels et ils ne changent pas. On y est confronté tout le temps. Il y a toujours une volonté de tenir ces éléments-là. Et donc, effectivement, sur tout ce qui est assistance administrative, commerciale, juridique, RH, on est quand même dans un pays à forte contrainte de ressources humaines également. Donc, il y a des grosses demandes à ce niveau-là. Effectivement, il y a quand même quelque chose qui reste extrêmement durable dans le temps, ce qui permet aussi d'assurer à nos salariés, et ça c'est très important, des contrats de très longue durée. Parce que l'effet de mode pourrait avoir sur le RH une conséquence qui pour moi serait extrêmement néfaste, c'est de prendre des gens comme des mouchoirs, de les changer et autres. Aujourd'hui, il y a quand même vraiment un fonds de commerce. Je pense que chez nous, on a 95% de nos salariés qui ne bougent pas et qui sont stables par rapport à l'entreprise et par rapport à ses besoins constants. Donc on ne s'intègre pas vraiment dans un phénomène de mode, je pense. On s'intègre vraiment dans le fonctionnement quotidien d'une entreprise et dans sa capacité à aller plus loin. Et ça, c'est vraiment capital. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec le patron du groupe Indigo. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Sébastien Fraisse, le président d'Indigo Group. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, ça représente quoi ce groupe ? Je suis un utilisateur assidu de vos parkings. Ça représente quoi aujourd'hui Indigo ? Le groupe Indigo, cela représente une présence dans 10 pays à travers le monde, en Europe et sur le continent américain, que ce soit du Canada jusqu'au Brésil et la Colombie côté américain. C'est plus de 10 000 collaborateurs qui, à travers le monde, rendent un service de proximité dans 1700 villes, c'est 2 700 000 places de stationnement. C'est évidemment l'activité pour laquelle on est le plus connu, c'est notre activité principale. Mais c'est aussi beaucoup de choses. C'est 12 000 bornes de recharge électrique justement dans l'espace urbain. On est également l'actionnaire de Smove & Go, qui est l'opérateur du service Vélib, le service vélo partagé bien connu dans le Grand Paris. Ouais. Voilà, donc c'est beaucoup de choses très différentes pour lesquelles on est plus ou moins connu, oui. Ouais, c'est une activité, on voit votre chiffre d'affaires 2024 qui s'affiche plus de 920 millions d'euros, 923 millions d'euros. C'est un secteur qui se porte bien ou pas ? C'est un secteur qui reste dynamique, mais qui nécessite de la part évidemment des acteurs, des opérateurs, beaucoup d'agilité, beaucoup de réflexion sur la manière justement d'accompagner la transformation des villes. Notre métier aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans. Et donc il faut l'anticiper, ça se prépare, ça s'accompagne, c'est vrai pour nos collaborateurs, c'est vrai pour nos clients. Et il faut surtout une certaine agilité parce que, comme je l'indiquais, on est dans 1700 villes, même si on reste sur la France, c'est à peu près 200 villes. Et entre ce qu'on fait à Paris et ce qu'on peut faire à Saint-Jean-de-Luz ou à Sarreguemines, évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes attendus. Donc, il faut être pertinent dans toutes les géographies. Alors, il y a beaucoup de thématiques qui sont passionnantes qu'on va aborder dans ce grand entretien. Il y a l'avenir des parkings dans des villes où la place de la voiture potentiellement se réduit. Évidemment, l'électrification de nos usages. Mais déjà, sur la mobilité en général, vous vous définissez comme un acteur de la mobilité. Est-ce que vous auriez dit la même chose il y a 15 ou 20 ans ? Probablement pas. Ouais. Il y a 20 ans, on était un acteur du stationnement et entre guillemets, ça pouvait suffire. Ouais. Et on réalisait très bien nos métiers. On nous en demandait finalement pas beaucoup plus. Ça a beaucoup changé parce qu'effectivement, le stationnement n'est pas un élément de mobilité isolé. Il se connecte à l'ensemble de la chaîne mobilité urbaine. Et donc, on a beaucoup travaillé ces dernières années justement pour élargir notre approche. Là encore au service des villes, parce que quand la mobilité évolue en ville à travers l'émergence du vélo, à travers l'émergence du véhicule électrique, on avait parlé, évidemment qu'on ne peut pas rester statique et considérer qu'on va faire demain la même chose qu'hier. Quels sont, alors on va commencer à rentrer dans la politique RSE du groupe Indigo, et peut-être pour commencer les objectifs environnementaux. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif ? Quand on a posé effectivement cette réflexion, alors dès 2018, on a réalisé nos premiers bilans carbone. Et puis en 2019, on s'est fixé un objectif de réduction de 40% sur 10 ans de nos émissions directes. Donc on parle des scopes 1 et 2. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont familiers avec ces notions. Émissions directes. 40% de réduction, émissions directes. Concrètement, il nous fallait réduire drastiquement la consommation électrique de nos parkings, de nos ouvrages, qui n'est pas chose complètement aisée parce qu'on ne peut pas éteindre l'éclairage dans un parking souterrain. Donc il faut être un peu plus fin que ça. Il faut ajuster, il faut adapter, il faut changer les technologies d'éclairage. Donc ça a été tout un travail d'ingénierie finalement
qui peut passer inaperçu, mais qui a produit ses fruits, puisque je vous parlais d'un objectif à 40% qu'on atteindra. Et puis on a eu... Avant ou en 2028 Nous, on sera en avance. On est en avance aujourd'hui, on le sera, oui, effectivement. Il n'y a pas de raison qu'on recule. Et puis il y avait un deuxième grand axe sur l'environnement sur lequel on souhaitait investiguer, qui ne rentre pas directement dans notre bilan carbone en tant que tel. Évidemment, c'était l'électrification de la flotte de véhicules. Alors la nôtre, c'est pas le plus difficile, mais il nous fallait accompagner le mouvement sociétal. Et donc on s'est mobilisé pour déployer un réseau de points de charge qui puisse justement permettre aux citadins de basculer vers une mobilité décarbonée. Alors ça, on va évidemment y revenir, sur les choix que vous faites donc sur votre consommation d'électricité. Ça passe par quoi? Par de la technologie, question toute bête, des capteurs qui font que quand il n'y a pas de voiture qui circule, il y a moins de lumière. C'est exactement ça. Ouais. Ça passe par de la technologie, c'est-à-dire de passer vers des technologies LED. On a pris notre temps là-dessus, on attendait une forme de maturité de ces produits parce que les premières générations de LED étaient plutôt décevantes pour nous. On se rendait compte qu'au bout d'un an, 2 ans, on en avait trop qui étaient déjà... Voilà, donc c'était dans l'instant, entre guillemets, efficace du point de vue des consommations, mais quand vous intégrez à l'équation le remplacement trop fréquent, c'était différent. Donc ce n'est plus le cas. Les LED sont des gens extrêmement fiables, c'est une nouvelle génération, donc c'est évidemment ce système-là. Et puis, c'est comme vous l'avez indiqué, c'est la capacité à moduler l'éclairage en fonction de la présence et de l'activité, tout simplement pour éviter d'éclairer un parking dans lequel il n'y a personne à l'instant T, soit qui se gare, soit qui vient chercher sa voiture. Donc vous voyez, c'est des choses somme toute assez basiques, mais à l'échelle de 1700 parkings, c'est un gros projet, puisqu'à l'arrivée, c'est 1700 petits chantiers. Quand même. Avec, je crois que vous adhérez au principe du Global Compact. On peut réexpliquer peut-être en quelques mots ce qu'est le Global Compact, et puis qu'est-ce que ça signifie pour un groupe comme Indigo? Le Global Compact, donc c'est au niveau de l'ONU que ça a été mis en place. Beaucoup d'entreprises y ont adhéré et à travers cette adhésion, elles s'engagent à investir, à se mobiliser sur un certain nombre de thématiques qui balaient l'ensemble du domaine ESG, sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal. Et le groupe Indigo considérait que nous étions tout à fait matures pour adhérer à ce pacte, dans la mesure où toutes les actions que nous mettions en place étaient complètement alignées avec les objectifs de ce pacte. Donc, ce qui nous amène sur les 3 thématiques à prendre des engagements, à mettre en place des plans d'action et à nous y tenir. Alors, on va parler d'innovation et pour ça, je vais m'appuyer sur la question que celle qui était à votre place la semaine dernière, Florence Jasmin, la déléguée générale de l'association du PEX, a choisi de vous poser. On parle d'innovation. Bonjour Sébastien. Comment travaillez-vous avec l'écosystème d'innovation français, les startups, pour accélérer la transition écologique, notamment sur les enjeux de sobriété énergétique, de mobilité et de panneaux photovoltaïques? Alors, est-ce que vous avez besoin des startups finalement pour innover? Est-ce que ça fait partie de l'écosystème d'Indigo? Ça peut être tout à fait le cas. On a pas mal de collaborations avec des startups, soit par le passé, soit encore en cours, qui nous ont permis justement d'accélérer. Je pense que pour nous, les startups, le partenariat avec une startup, c'est une manière d'accélérer notre connaissance et notre déploiement. Ça a été le cas pour on peut prendre des exemples. Sujets. Oui, on a eu, par exemple, on avait beaucoup travaillé sur la manière de faire évoluer nos dispositifs de surveillance avec des startups. On a travaillé aussi avec des startups. Souvent, on est aussi opérateur de stationnement en voirie. Ça se voit moins, ça se sait moins. Donc, on a aussi besoin de comment on peut utiliser ce qu'on voit, ce qu'on sait sur le déplacement des automobilistes pour en tirer des conclusions utiles pour l'avenir en matière de pratiques de mobilité, comment on peut agir, comment le changement d'une tarification peut amener à des changements de comportement. Voilà, donc vous avez, avec l'écosystème des startups, vous avez face à vous des profils très bouillonnants qui ne sont pas toujours ceux qu'on peut intégrer immédiatement. Et puis on a un certain nombre de cas où le travail avec les startups nous a même conduit à faire plus qu'un partenariat, à intégrer le capital de la startup pour à un moment devenir même l'actionnaire principal. C'est aussi un peu ça, le fonctionnement, c'est qu'à un moment, quand on sent que l'ADN et la culture sont compatibles, et on peut arriver jusqu'à ce type d'investissement. Oui. Alors on a commencé à parler de mobilité, d'électromobilité. C'est quel pourcentage des places de parking d'Indigo aujourd'hui qui sont munies de bornes de recharge? Alors ça peut dépendre des parkings. Je dirais qu'en moyenne sur le territoire, on va être autour des 5%. Mais vous avez un taux qui peut être bien plus élevé dans certains parkings parce qu'effectivement, on a une approche qui essaie de s'adapter à la demande. Je vais essayer de prendre 2 exemples très simples pour que vous compreniez bien. Il y a des parkings qui sont complètement remplis, d'autres qui le sont beaucoup moins. Évidemment que la demande intrinsèquement n'est pas la même. C'est logique. Vous avez des territoires dans lesquels la pénétration du véhicule électrique va être bien plus élevée que dans d'autres. Je vais
prendre le cas de Paris, et bien entendu rien à voir avec certains territoires plus ruraux. Et au-delà de ça, vous avez des usages. Quand les gens se garent chez nous, c'est qu'ils viennent y faire autre chose. Et est-ce qu'ils vont, dans ce parcours client, est-ce qu'ils vont avoir besoin de se charger ou pas? Ça peut dépendre. Quand on va on se gare dans un parking d'une gare, on va y rester 2-3 jours. C'est pas forcément là qu'on va se charger pendant 3 jours, brancher une borne. À l'inverse, vous venez pour un rendez-vous, un restaurant, ou tout simplement vous êtes un résident, votre véhicule va y passer la nuit, ou un salarié qui gare son véhicule toute la journée. Là, on sent bien qu'on a un besoin clair de charge quand on a basculé sur le véhicule électrique. Alors, c'est vous qui êtes à l'initiative? Sont les collectivités locales, les mairies qui vous mettent la pression parce qu'on est dans un enjeu pour passer à l'électrification? Alors, il y a beaucoup d'éléments pour expliquer l'accélération ou le coup de frein sur l'électrification de notre mobilité, mais les infrastructures, forcément, c'est un élément majeur. Absolument. Si on n'a pas de borne, on va être incité à ne pas acheter de voiture électrique parce qu'on va dire je vais pas pouvoir recharger. Est-ce qu'il y a une pression des collectivités? La pression, je pense que le mot est fort. Il y a un dialogue avec les collectivités, il y a une demande des collectivités, mais c'est aussi notre dynamique. Donc, il n'y a pas de problème particulier. C'est-à-dire que c'est rentable pour vous de le faire? C'est rentable. Alors, Ou est-ce que c'est aussi, ça fait partie des engagements dont vous nous parliez tout à l'heure, et donc il faut avoir au moins 5% de Quand vous êtes opérateur de stationnement, votre première affaire, c'est de dire est-ce que je vais pouvoir demain rendre le service qui me permet de garder mes clients, premièrement. Parce qu'effectivement, on pense qu'on en parlera, vous questionnez à la place de la voiture en ville, mais si on n'est déjà pas capable d'accueillir ceux qui font l'effort, par obligation, par choix, peu importe, de basculer sur un véhicule électrique, vous ne pouvez pas lui dire, écoutez, désolé, mais chez nous, ce ne sera pas possible. Donc, il y a de toute façon une dynamique de l'entreprise que je qualifierais peut-être de défensive dans un premier temps, qui ne serait-ce que d'adresser sa clientèle. C'est le moindre de nos devoirs. Après, il y a des villes plus ou moins, demandeuses, qui veulent aller plus ou moins vite. On en discute, et effectivement, on parlait des investissements, ils peuvent être importants. On a pour ça un modèle qui est formidable, qui est celui de la concession, de la délégation de services publics. Quand on prend un contrat dans une ville, il y a des investissements à réaliser, et ceci, la discussion sur le nombre de bornes qu'il faut installer, elle rentre. Et puis en fonction du niveau d'investissement qu'il va réaliser, le niveau de redevance qu'on va pouvoir reverser à la ville va fluctuer. S'il y a beaucoup d'investissements, on donnera moins de redevances, et réciproquement. Et donc c'est un dialogue, entre guillemets, un équilibre qu'on trouve avec la ville en fonction de ses attentes des deux côtés. Est-ce qu'elle attend beaucoup de redevances? Est-ce qu'elle veut aller beaucoup plus loin que le minimum sur les bornes? Tout ça se règle de manière assez pacifique. Poser la question différemment. Est-ce que, on est à moins de 2 mois du premier tour des municipales, est-ce que il y a 6 ans, il y a eu beaucoup de maires écolos, par exemple, qui ont remporté des villes importantes? Est-ce que vous avez vu l'effet? C'est-à-dire justement, alors moi j'emploie le mot pression, il est peut-être trop fort, mais dans la demande de ces villes qui avaient un nouveau maire écologiste. Très honnêtement, il y a un effet, mais partout. Très indépendant de la couleur politique de l'exécutif, j'allais vous dire, parce que globalement, les attentes des citadins sont les mêmes partout. J'ai le point commun, on parle souvent de Paris, mais partout, il y a des attentes qui sont finalement assez similaires. Il y a toujours ce débat sur la place de la voiture en ville. Et on a tous envie de voir moins de voitures en ville, au sens de ces grands parkings devant ces fenêtres dont personne ne revendique ça. Pour autant, tout le monde réclame une accessibilité maximale. Et donc c'est cet équilibre un peu subtil qu'il faut réaliser, quelles que soient les géographies, et c'est là où on a besoin de beaucoup nous adapter, parce que les réponses qu'on peut apporter ne sont pas les mêmes à Paris j'avais indiqué tout à l'heure Saint-Jean-de-Luz. Typiquement, on est opérateur à Saint-Jean-de-Luz. On a construit récemment un parking tout près du Vieux-Port, à la place de ce qui était auparavant un parking vraiment de surface. Et à la place du fameux parking de surface, vous avez aujourd'hui une magnifique esplanade avec des terrasses de café. Et les gens qui vivent à Saint-Jean-de-Luz, y compris les touristes qui viennent l'été, ont besoin et envie de ça aussi. Ils ne viennent pas juste pour le plaisir de voir des voitures garées en surface. Donc, cette demande-là, elle est partout, et elle est très indépendante de la couleur politique locale. Vous dites, dans 10 ans, le parking ne sera plus seulement un lieu de stationnement, il sera un hub de mobilité, un hub de service. On essaye de se projeter. Ça ressemblera à quoi, un parking Indigo dans 10 ans? Alors, un parking Indigo dans 10 ans, ça restera un parking au sens où on continuera de devoir y stationner tous les éléments de mobilité. C'est là que ça évolue déjà. Je parlais de bornes électriques. On a également, ces dernières années, beaucoup investi dans l'accueil des vélos. J'allais y venir, mais 5 ans, on n'aurait jamais pensé accueillir autant de vélos dans nos parkings. On aurait même trouvé ça peut-être farfelu. Qui va vouloir descendre? Mais à partir du moment où vous avez, on l'a bien constaté, notamment depuis le Covid, cette poussée très forte, et là encore, pas uniquement à Paris,
du vélo ouais. comme un usage, comme un élément de mobilité en ville. Là encore, il nous fallait adapter nos ouvrages et répondre à cette nouvelle demande. Tout le monde ne va pas pouvoir stationner son vélo en l'attachant au platane sur le trottoir. C'est souvent interdit, c'est souvent pas conseillé pour des raisons de sécurité. Et donc nous avons mis en place une offre, des dispositifs relativement simples qui adressent ces points-là, sécurisés. Voilà, c'est grillagé, simple d'accès. Et on a aujourd'hui plusieurs centaines de dispositifs de ce type qui ont beaucoup de succès. Ouais. Et donc déjà, il y aura toujours des voitures, mais moins de voitures. Il y aura toujours des voitures. Le moins de voitures va dépendre des villes. Ouais. Il y a des villes, typiquement, je parlais de Saint-Jean-de-Luz, où on aura peut-être plus de voitures, parce que le premier réflexe de ces villes-là, c'est d'abord de réduire la place de la voiture en surface. Il n'y a pas 50 solutions. Saint-Jean-de-Luz n'aura jamais 14 lignes de métro. Oui. Vous voyez à quoi je pense. Et donc, comment on fait ? Voilà, donc du parking souterrain pour laisser à la voiture non pas moins de place, mais sa juste place. Et ça, c'est important dans des villes de taille moyenne. Voilà. Et donc ces parkings entre guillemets du futur, c'est comme ça qu'on avait d'ailleurs, baptisé notre réflexion il y a quelques années, vont non seulement devoir adresser ces nouvelles formes de mobilité, mais vont aussi devoir entre guillemets, mettre à disposition leur foncier pour des services urbains nouveaux qu'on a aussi besoin de décarboner. On parle beaucoup de logistique urbaine. Oui. Est-ce qu'on peut demander à un particulier de cesser de rentrer dans Paris avec une voiture thermique ou une voiture tout court et en même temps laisser ces norias de camionnettes venir livrer les 200 000 colis par jour. C'est ça, Paris, c'est 200 000 colis par jour. C'est vous, c'est moi, c'est les entreprises, c'est tout ce qu'on commande sur les sites marchands. Et alors, en quoi le parking est une solution là-dedans ? Le parking vous amène ce qu'on appelle du foncier. En fait, la logistique urbaine est quelque chose de très compliqué. Comment on opère ? Et en fait, il faut faire preuve en matière de foncière, de créativité foncière. Il faut trouver la place. Voilà. Qui veut laisser un pied d'immeuble, des milliers de mètres carrés de pieds d'immeuble pour des opérations de logistique urbaine ? Personne. On a bien d'autres choses et bien meilleures choses à faire, notamment dans Paris. Et donc, où est la place ? À Paris, nous, on opère 1 million de mètres carrés en souterrain. Vous l'avez dit, la place de la voiture a diminué. Au-delà de ça, il y a des parkings qui ont toujours été conçus comme trop grands. On a de la place dans certains endroits un peu stratégiques. C'est pour ça qu'on a lancé ces projets. On a lancé quelques projets là-dessus. On reconvertit des surfaces souterraines en grandes plateformes de logistique urbaine. On a 20 000 mètres carrés de projets en cours de déploiement aujourd'hui, dont un énorme sous l'avenue Foch, le parking Foch à Paris. Ouais. Il y a 12 000 mètres carrés de ce qui était auparavant du parking qui vont devenir des espaces de logistique urbaine. Comment ça marche ? Rentrons dans le détail. Comment ça va marcher et pas dans 10 ans, dès l'année prochaine, à Foch, les camions vont pouvoir rentrer dans le parking. Là, on parle de camions, pas de camionnettes, c'est ça. De camions, y compris, vous aurez des autocars qui pourront y compris aller se garer dans cet espace souterrain, de manière complètement furtive, mais souterrain. D'ailleurs, on est en chantier dont on peut parler, et pour cause, ça se passe sous terre, vont délivrer là, vont vider leur chargement. Et puis là, vous aurez des quais avec évidemment des spécialistes de la journée, pas des spécialistes de logistique urbaine. Donc il y aura des opérateurs et qui nous loueront les espaces. Avec une possibilité de faire que cette logistique du dernier kilomètre, c'est le terme qu'on emploie, se fasse dans une logique décarbonée. Absolument. Voilà. Et vous aurez des flottilles d'engins décarbonés, du tricycle, du vélo cargo, de la petite fourgonnette électrique éventuellement, qui ira distribuer dans Paris l'ensemble de ces colis. Donc, voilà. Mais ce sont des sujets compliqués qu'on a, nous, attrapés avec beaucoup de détermination, de conviction et un peu de l'enthousiasme aussi il y a quelques années, et qu'on est très fiers d'être en train de réaliser, en tout cas sur Paris. Alors, on reste dans l'ADN de votre métier, on reste quand même dans la logique de stationnement, de mobilité. Est-ce qu'on peut imaginer des parkings qui deviennent autre chose, ou pour lesquels une partie de l'espace, du foncier, servent à autre chose? J'y pense parce qu'on enregistrait nos émissions il y a encore quelques mois dans un ancien parking, figurez-vous. Oui. Le premier niveau de sous-sol, c'était des studios, et puis il y avait toujours du stationnement en dessous. On peut tout imaginer, des magasins, des lieux de culture, etc. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Absolument, on peut tout imaginer. Il y a même des choses qui sont déjà concrètes. On vient d'ouvrir en fin d'année, encore une fois sur Paris, sur 2 ouvrages, avec un partenaire qui est Shurgard, que vous connaissez bien. Donc on est dans le stockage individuel. Les gens ne savent pas où caser leur surplus quand on est dans des appartements parisiens. En général, ils louent des mètres carrés supplémentaires dans des grands hangars de proches banlieues. Là, ils vont pouvoir directement, que ce soit à Bercy ou sur le boulevard Haussmann, louer les surfaces dans Paris. Où est-ce que ça se passe? Dans des parkings Indigo. On a dédié des niveaux à cette nouvelle activité. Donc on est vraiment en train de déployer des services urbains qui n'ont pour partie plus rien à voir ni avec le parking, ni avec la mobilité, vous voyez, du stockage. Ouais.
Et puis, il y a toute une série de discussions qui se tiennent. Alors, rien n'est simple. On est sur des sujets de réglementation, on est sur des sujets techniques. Tout le monde n'est pas habitué à travailler sous terrain. Donc, il y a un gros effort d'ingénierie de notre part, mais on pourrait imaginer du data center. Beaucoup de ces opérateurs cherchent de la place dans les zones les plus urbaines. Même chose, est-ce qu'on va faire ça en pied d'immeuble ? Peut-être qu'il y a mieux à faire. On est sur du data center, on est sur des sujets en lien avec le chauffage urbain, pourquoi pas, voire tout ce qui concerne la livraison de froid. Paris est un bel exemple pour cela. Donc, tous ces sujets sont ouverts chez nous. Ils sont à ce point passionnants et on le pense utile et nécessaire qu'on a y compris voulu créer une chaire avec une école d'ingénieurs en génie urbain dans Paris, qui est l'école des ingénieurs de la ville de Paris. On a créé une chaire justement sur ce qu'on appelait infrastructure urbaine circulaire, qui dit tout. C'est-à-dire comment on requalifie, recycle, transforme nos infrastructures urbaines pour adresser d'autres sujets. On ne va pas faire que casser, abandonner et reconstruire. Il faut être plus sobre. Et donc c'est là-dessus qu'on amène, le milieu à la fois universitaire, qu'on regarde ce qui se fait dans les autres pays, et qu'on amène aussi les étudiants sur ces grands et tous les partenaires intéressés. C'est quand même un défi passionnant. C'est plus intéressant d'être le patron du groupe Indigo aujourd'hui qu'il y a 25 ans, non ? Alors, j'ai 25 ans, j'étais pas dans l'entreprise. Je pense que c'était déjà passionnant parce qu'il y avait 25 ans, il fallait tout faire. Moi, je pense que la génération qui m'a précédé, qui a construit la fameuse centaine de parkings dans Paris, c'était un sacré défi. C'était un sacré défi. Donc, à chaque génération, chaque époque, c'est ces enjeux à relever. Ils sont ni plus simples ni plus compliqués que les précédents. Mais pardon de vous interrompre, mais vous, il y a quand même un enjeu presque existentiel. Si on dit, alors là, c'est une lecture un peu peut-être simpliste ou basique, la place de la voiture, elle se réduit en ville. Certains prônent l'effacement de la voiture en ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait des parkings ? C'est existentiel. C'est existentiel, mais c'est aussi simpliste, comme vous l'avez dit. Je me permets de reprendre votre mot, parce que ça, c'est une vue qui peut être la vue, c'est ce qu'on regarde, Paris, pour parler de Paris, c'est une question qui peut se poser, mais on n'a pas attendu qu'elle se pose, parce que la place de la voiture dans Paris, elle n'est pas questionnée depuis hier ou avant-hier. Ça fait 15 ans bientôt que je travaille chez Indigo. Depuis mon arrivée, on parle du trafic à Paris, de la perspective. C'est pour ça qu'on a souhaité, nous, et je pense que c'est notre responsabilité, un petit peu faire élargir notre palette d'offres pour adresser les nouveaux besoins de la ville. Je vous ai indiqué tout à l'heure, on travaille dans 1700 villes, dans une dizaine de pays. Quand je suis à Sao Paulo, au Brésil, par exemple, pas du tout ça les questions qu'on nous pose. On a un gros retard d'infrastructure. Le nombre de voitures est croissant. On peut dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas c'est la réalité. Moi je me sens pas, en charge d'expliquer aux Brésiliens qu'ils ne doivent pas prendre de voiture. Et on nous demande justement de faire ce qu'on a fait en France il y a des décennies avec nos prédécesseurs, de construire des infrastructures qui permettent à la voiture de trouver sa juste place. Voilà. Et c'est la même chose un peu dans toutes les géographies, à chacun son rythme et ses enjeux. Et donc finalement, ce qu'on fait à Paris nous semble utile, nécessaire, et pourra concerner d'autres géographies que Paris, je pense, à moyen terme, si les villes prennent ce type de dynamique. Vous êtes en lien avec les acteurs publics, que ce soit les collectivités locales, peut-être l'État aussi. La période de carence budgétaire, je la pose quasiment à tous mes invités parce que je pense que c'est important que les Français prennent conscience de ce que ça représente, ce chaos-là, qui n'en finit pas pour les entreprises. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que il y a aussi des secteurs pour lesquels il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas d'impact direct. L'État n'est pas mon client. Moi, je travaille essentiellement avec les villes. Donc, il y a deux types de conséquences. Il y a, comme toutes les entreprises, les incertitudes fiscales. C'est jamais bon. Voilà, moi, quand je discute avec des investisseurs, ils me posent des questions. Ils entendent des tas de choses et ils les entendent parce que certains le disent. Et donc, c'est pas investir en France chez Indigo ou d'autres. Évidemment, se pose la question de mais quelle va être la règle du jeu dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Donc ça, c'est un premier sujet qui concerne pas seulement Indigo, mais tous les acteurs économiques. Et puis un deuxième sujet là qui est en lien plus directement avec mes clients, qui sont les villes. Les villes sont elles-mêmes dans une forte incertitude sur quel va être leur traitement. Et donc, ça alimente, les discussions. Quels sont les moyens dont elles vont disposer ? C'est le flou. Et donc, au final, à notre niveau, l'incertitude budgétaire ou le flou budgétaire, ou je ne sais comment le dire. Est-ce qu'il y a des villes qui hésitent à appuyer sur le bouton ou à vous voyez, qui ont le stylo là, qui s'apprêtaient à signer, qui ont relevé le stylo ? Non, parce que je dirais que c'est presque le contraire, dans le sens où les villes se rendent compte que de toute façon, quelle que soit l'issue des discussions budgétaires actuelles, y compris s'il n'y en a pas,
il y a quand même une réalité que tout le monde a l'air quand même de reconnaître, c'est que notre pays est endetté. Et donc, on ne va pas pouvoir faire semblant d'être riche de trop longtemps. Donc, elles se disent, voilà, il faut quand même, elles se projettent dans une notion de plus grande sobriété probablement, et donc elles s'interrogent sur la manière d'être plus efficaces dans leurs actions. Donc, il y a y compris des villes qui qui nous interrogent plutôt sur le thème je travaille seul ou avec d'autres types d'opérateurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter? Enfin, ils cherchent la manière avec des partenaires privés d'optimiser, d'améliorer leur efficacité, parce qu'ils sentent bien que de toute façon, leurs ressources vont être plus contraintes. Ouais. Ils ont des sujets énormes à adresser, donc ils essaient de voir la meilleure manière de déployer ces ressources sur les sujets. Un dernier mot, il nous reste, ça finit vite, 1 minute. On n'a pas parlé de la Fondation Indigo, vous l'avez créée il y a quoi, 2-3 ans, 2023 ? C'est effectivement la 3e année. On est très très fiers de cette fondation qu'on a créée, qui est la traduction assez concrète de nos valeurs et de notre ancrage dans les territoires. Donc c'est quoi Fondation Indigo ? Ce sont des actions que nous opérons auprès des territoires à travers des associations. Ce sont des actions uniquement portées par au moins un de nos salariés qui nous présentent un projet. Et qui s'adresse à la fois des thèmes à la fois sur la culture, le sport et l'accès à la culture et au sport de publics plus difficiles. Donc effectivement, ça a été encore là presque une 30aine d'actions dans 7 pays. Et ça fait notre fierté, oui. Alors c'est une contribution sans doute modeste à l'échelle des problèmes, mais je dirais que ça fait partie, je pense, des obligations à la fois d'un acteur économique tel que nous, et puis aussi de la manière d'embarquer nos salariés justement sur à quoi on peut servir dans ce monde un peu tourmenté, quoi qu'on en dise. Voilà, il se passe plein de choses qu'on ne maîtrise pas, essayons déjà de bien faire ce sur quoi on peut avoir la main. Merci beaucoup Sébastien Fraisse et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart ID, c'est notre rubrique Startup et Innovation. La bonne idée du jour, elle est signée Antoine Barry, qui est avec nous en duplex, le fondateur de Carlo. Bonjour. Vous avez créé Carlo en 2019. Avec quelle idée? Racontez-moi. Bonjour, merci de me recevoir. Donc l'idée, c'était de redynamiser les centres-villes en apportant une solution concrète pour les commerçants de proximité, un programme de fidélité à l'échelle de la ville, couplé avec un moyen de paiement. Et donc, on récompense les utilisateurs à chaque fois qu'ils font un achat dans un commerce de leur ville et qu'ils contribuent à l'économie locale. Ils reçoivent 5% de cashback qui va dans un portefeuille virtuel et qu'ils peuvent redépenser dans leur ville. Alors, vous avez commencé à Monaco, c'est ça ? Exact. Vous en êtes où de votre déploiement aujourd'hui ? Très bien, donc on a commencé effectivement à Monaco. On est une start-up monégasque issue aussi d'une famille, moi-même d'une famille de commerçants. Et Monaco se présente très bien comme ville pilote. Comme vous savez, c'est un tout petit territoire, 2 km² avec énormément de commerce. Donc on a pu construire un produit solide durant les 2 premières années du lancement de l'application. Et aujourd'hui, on est déployé donc sur 3 villes, à Monaco, à Aix-en-Provence et à Bordeaux. Et on continue notre déploiement en France. Vous êtes en concurrence avec d'autres solutions de paiement. Comment vous vous différenciez? Qu'est-ce qui peut inciter à utiliser Carlo? Exactement. Donc, on est une méthode de paiement à part entière et on peut se présenter comme un compétiteur à American Express. En fait, là où on se différencie vraiment, c'est qu'on apporte une solution hyper locale, un wallet ville par ville, et qui est vraiment destiné au commerce de proximité. Donc, au lieu de recevoir des points ou du cashback a posteriori, avec Carlo, vous recevez du cashback immédiat et qui va dans un portefeuille vraiment dédié à la ville. Donc, on aide les commerçants à se fédérer autour d'un programme de fidélité pour leur propre ville. Comment vous vous assurez que cet argent qui revient sur ce portefeuille virtuel est bien utilisé dans les commerces de la ville en question ? Exactement, donc c'est de là où vient notre innovation. Donc on a combiné le paiement avec du cashback et du cashback immédiat. On est un des premiers à avoir apporté une solution de cashback immédiat pour le commerce physique. Et donc une fois que vous êtes crédité avec ce cashback, parce que vu qu'il est couplé avec du paiement, les flux financiers sont immédiats, ce cashback va dans un portefeuille et en fait les flux sont vraiment destinés à être dépensés dans les commerces partenaires qu'on a onboardé, qu'on a enregistré sur notre plateforme. Alors, je vais imaginer que je suis un utilisateur. Qu'est-ce que j'ai en main? J'ai mon téléphone, j'ai une sorte de carte bancaire, un QR code. Comment ça marche?
Donc, en fait, vous téléchargez très simplement l'application sur l'Apple Store ou sur le Google Play, vous créez un compte et ensuite vous reliez une méthode de paiement. Ça peut être votre carte bancaire, mais ça peut être aussi Apple Pay. Et quand vous allez vous retrouver chez un commerçant, vous allez scanner un QR code qui se trouve au niveau de la caisse et vous allez pouvoir payer avec cette méthode de paiement enregistrée. Et donc, en fait, c'est du paiement par QR code. Comment vous choisissez les commerçants? Est-ce que vous les sélectionnez en quelque sorte? Non, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment au centre des villes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer, de recréer un écosystème complet avec des restaurants, des bijoutiers, des artisans. Donc, on s'attaque notre cible cœur, ce sont ces commerces indépendants de proximité. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer à l'ensemble des utilisateurs et des consommateurs qui sont soucieux aujourd'hui et surtout après Covid de contribuer à l'économie locale, une panoplie assez large et variée de commerçants. Donc on ne les sélectionne pas, mais on promeut notre projet, notre programme au centre des villes. Bon, vous vous êtes déployé à Bordeaux. Il y a d'autres projets, là, d'autres villes en perspective? Oui, donc aujourd'hui, Monaco, Aix et Bordeaux. Et notre projet, c'est d'être établi dans une vingtaine de villes dans notre vision à 10 ans. Et donc en France, donc on a cette expansion aujourd'hui qui se fait en France avec une approche vraiment ville par ville, où on travaille main dans la main avec les commerçants et aussi parfois avec les communautés, avec les collectivités. Merci beaucoup, Antoine Barry-Bonvent à Carlo. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vais remercier Nathalie Croiset, la responsable éditoriale, Alexis Mathieu en charge de la production, le réalisateur Fabien Bouknog et Alexis Oustabassidis, chargé du son. Belle journée. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.